Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans le destin d'une figure historique assez incroyable, une femme en plein XVIe siècle qui a non seulement gouverné une cité clé au Maroc, mais qui a aussi tenu tête aux grandes puissances et commandé une flotte redoutée en Méditerranée. Oui, une sorte de reine pirate, une stratège politique, mais qu'on trouve, c'est vrai, assez peu dans les livres d'histoire classiques. Exactement, on parle de Saïda al-Houra, la dame libre de Tétouan. C'est ça. Et ce qu'on va raconter, ça vient de recherches historiques assez poussées, qui ont dû croiser plein de sources, parfois fragmentaires, parfois même venant de ses ennemis, pour reconstituer son histoire. C'est un vrai travail d'enquête, en fait. Et notre but aujourd'hui, c'est de comprendre cette femme. Comment elle a fait pour s'imposer comme ça dans un monde très masculin? Quel était vraiment son pouvoir, son influence? Comment elle a noué des alliances aussi importantes que risquées? Hmm. Et puis surtout, pourquoi cette figure majeure a été un peu mise de côté, occultée, surtout dans les récits marocains. Alors voilà, on va explorer tout ça, une histoire de pouvoir, d'ambition, de résistance. Oui, et pour bien comprendre comment Alora a pu émerger, il faut vraiment se replonger dans l'ambiance de la Méditerranée au milieu du XVIe siècle. C'est un chaudron, quoi. Ah oui. D'un côté, on a l'Empire ottoman qui est en pleine expansion avec des figures comme Khayreddin Barberousse, le fameux amiral, qui pousse vers l'ouest. Et de l'autre, l'Espagne de Charles Quint. C'est la superpuissance de l'époque, l'empire où le soleil ne se couche jamais, comme on dit. Une pression énorme, j'imagine. Et le Maroc, il est où là-dedans? Prions sandwich. Complètement. Le Maroc est très affaibli. Politiquement, c'est morcelé. Les Ouattacides, qui règnent depuis Fès, n'ont plus beaucoup d'autorité réelle. Le pays est divisé en petits émirats, plus ou moins indépendants. Chefchaouen, Tétouan, Tétouan, qui nous intéresse. voilà. Et en plus de ça, il y a la pression constante des Européens. Les Portugais et les Espagnols y sont installés sur la côte. Ceuta, par exemple, prise en 1415, c'est une blessure ouverte, une menace juste en face. D'accord. Donc, le détroit de Gibraltar, c'est l'endroit stratégique par excellence. Surtout pour Barberousse, qui veut couper les lignes espagnoles. Il lui faut un allié solide sur la rive sud. Et c'est là qu'arrive notre personnage, Saïda al-Houra, née dans ce contexte à Chefchaouen, vers la fin du XVe siècle, 1492-1495, par là, et pas dans n'importe quelle famille. Non, son père, c'est Moulay Ali Ben Moussa, le fondateur et l'émir de Chefchaouen, quelqu'un de respecté. Et sa mère, Lala Zara, elle serait d'origine andalouse. Ce qui explique peut-être un truc important. Son nom, c'est Al-Houra, la libre, et elle parle arabe et espagnol. Bilingue, ça c'est un atout énorme à cette époque, dans cette zone frontalière. Ah oui, c'est pas anodin du tout. Ça lui donne une ouverture des compétences. Les sources disent qu'elle était très intelligente, cultivée, et visiblement, elle avait de l'ambition. Une ambition qui sert d'abord la politique familiale, j'imagine. Vers 1510, son père arrange son mariage avec le chef de Tétouan de la famille Almandri. Un mariage classique, quoi, pour souder les alliances dans le nord. Oui, un calcul politique assez courant pour consolider le pouvoir régional. Son frère Ibrahim fait un mariage similaire au même moment d'ailleurs. Et quand elle arrive à Tétouan, elle ne fait pas que de la figuration. Non, loin de là. Son intelligence politique, son éducation, ça marche. Elle devient très vite la conseillère principale de son mari. Il lui laisse même les rênes de la ville quand il n'est pas là. C'est comme ça qu'elle apprend le métier en quelque sorte, qu'elle montre ce qu'elle sait faire. Mais ça ne dure pas éternellement. Son mari meurt, c'est ça? Oui, vers 1518. Oui, après environ 8 ans de mariage, et là, effectivement, la situation devient très compliquée pour elle. Ben oui, une femme seule, veuve, avec une expérience du pouvoir, mais sans titre officiel. Au XVIe siècle, ça devait être hyper précaire, non? Ah oui, absolument. C'était quasiment impensable qu'elle reste en place seule. Le risque d'être écartée par les élites locales, par les savants religieux, il est énorme. Mais elle a un joker. Son frère? Exactement. Son frère, Ibrahim. Il est devenu le patron à Chefchaouen. Il a étendu son pouvoir dans tout le nord. C'est lui qui va la sauver en quelque sorte. Il la nomme gouvernante de Tétouan, de facto en son nom à lui. Et pendant plus de 10 ans, elle va diriger comme ça, sous sa protection. D'accord. Mais elle ne reste pas juste la sœur d'eux. Comment elle construit sa propre légitimité à Tétouan? Principalement par le discours et l'action du djihad,
La guerre sainte contre les chrétiens, les Portugais et les Espagnols qui sont juste à côté, à Ceuta notamment, c'est un thème très mobilisateur. Elle justifie son pouvoir par ça. Elle ne fait pas que gérer la ville. Elle arme des bateaux, elle organise la résistance. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Elle sort de l'ombre de son frère. Elle se fait un nom. Elle développe une flotte corsaire qui attaque les navires chrétiens, qui fait des raids sur les côtes espagnoles et portugaises. On commence à parler d'elle. Oui, son nom circule. Sa réputation de combattante antichrétienne devient telle qu'elle attire l'attention du plus grand nom de la piraterie ottomane, Kher Eddin Barberouz. Ah oui, quand même. Imaginez ce type, la terreur de la Méditerranée, qui cherche des alliés contre Charles Quint. Eh bien, vers 1531, il vient voir Al-Houra. Les chroniques décrivent la rencontre. Elle, la trentaine, belle, majestueuse, qui reçoit ce guerrier redouté sous une tente magnifique. Il ne vient pas donner des ordres, il vient chercher son aide, son alliance. Une alliance. Ça a dû faire l'effet d'une bombe chez les Espagnols et les Portugais. La maîtresse de Tétouan et le grand amiral ottoman ensemble contre eux. C'était leur pire cauchemar, oui. Ça renforce énormément Al-Houra. Mais en même temps, au Maroc même, ça bouge beaucoup. Dans le sud, il y a une nouvelle puissance qui monte, les Saadiens. D'accord. Eux aussi parlent de djihad, mais leur but c'est surtout de virer les Ouattacides de Fès. Le sultan Ouattacide, lui, il se sent pris entre deux feux. Et son conseiller, c'est qui? C'est Ibrahim, le frère d'Al-Houra. Ah, d'accord. Et pour avoir les mains libres contre les Saadiens, le sultan prend une décision. Assez... Controversé? Il négocie une trêve avec les Portugais. Une trêve avec les Portugais. Mais Al-Houra, elle base tout sur la lutte contre eux. Comment elle réagit? Elle refuse, catégoriquement. Pour elle, pas question de faire la paix avec l'ennemi sur ses terres. Ce serait renier tout ce qu'elle représente, saper son autorité, sa popularité énorme. C'est un geste politique très fort. Et ça passe? Ni son frère, ni le sultan ne peuvent l'obliger, non. Son refus est tellement net, son poids est tel qu'ils doivent céder. Le compromis final, il est incroyable, hein. La trêve est signée entre les Ouattacides et les Portugais, mais elle exclut les territoires contrôlés par Al-Houra. Elle continue sa guerre. Impressionnant, son influence est donc énorme. Mais il y a un coup dur en 1539. Son frère Ibrahim, son protecteur, meurt. Là, elle se retrouve sans cette protection masculine officielle. Comment elle fait pour garder le pouvoir? Encore une fois, elle est très habile politiquement. Elle marie sa fille unique à un notable important de la famille Almandri, celle de son premier mari. Officiellement, sur le papier, elle gouverne au nom de son gendre. Malin. Mais en réalité, c'est toujours elle la patronne. Sauf que on sent bien que Tétouan, ça commence à être un peu petit pour elle. Elle a d'autres ambitions, peut-être un rôle à l'échelle du Maroc entier. Ce qui nous amène à un épisode assez fou, son mariage avec le sultan Ouattacide Ahmad lui-même, en 1541. Racontez-nous ça, parce que ça sort vraiment de l'ordinaire. Ah oui, hors norme, c'est le mot. Ce qui est complètement dingue, c'est pas qu'elle épouse le sultan, c'est que ce n'est pas elle qui va à Fès, la capitale. C'est le sultan Ahmad qui fait tout le voyage jusqu'à Tétouan pour l'épouser. Incroyable! Ça veut tout dire sur son statut. Exactement. C'est une reconnaissance immense de son pouvoir. Les descriptions de l'événement, c'est digne des mille et une nuits. On imagine la scène. Tais-toi en fait. Oui, la ville décorée, la foule, des tentes partout. Le sultan arrive avec une pompe incroyable et surtout avec une dot énorme pour Al-Houra. On a gardé le contrat de mariage. Ça parle de sommes folles en argent, d'esclaves soudanaises, de tissus de luxe comme le Al-Moubara, des châles d'Alexandrie. Et Al-Houra, elle est comment? Magnifique apparemment, en cafetan tétouanais brodé avec une couronne faite pour elle, portée sur un palanquin, la Maria. Elle défile à côté du sultan. C'est bien plus qu'un mariage, c'est une fusion politique au sommet. La symbolique est énorme. C'est l'alliance de la vieille légitimité des Ouattacides avec la force militaire, navale, le contrôle du Nord par Al-Houra. C'est comme si elle devenait co-souveraine, non? C'était un peu ça, ouais. Son pouvoir est à son apogée. Elle est l'épouse du sultan, mais elle garde son contrôle direct sur Tétouan et sa région. Et ses actions contre les chrétiens, ça redouble. Sur mer, sur terre. Un prêtre espagnol de l'époque, un certain Contraris, raconte avoir vu à Tétouan plus de 340 prisonniers espagnols et portugais qui attendaient d'être rachetés, capturés par les gens d'Al-Houla. Elle devient vraiment la hantise des Européens. Et au Maroc, on la voit comment à ce moment-là? Sa réputation est immense. C'est l'ennemi des chrétiens. Elle incarne l'espoir de repousser l'envahisseur. Il y a cette phrase qui circule très forte.
Une femme qui vaut 1000 hommes. C'est un symbole de résistance. Un symbole puissant, mais souvent, après le sommet, vient la chute. Comment une femme aussi puissante a-t-elle pu être renversée? Bah oui, c'est le revers de la médaille. Autant de pouvoir concentré entre les mains d'une femme, même si elle est l'épouse du sultan, ça finit par faire peur. Ça crée des jalousies, chez les proches comme chez les lointains, comme dit le proverbe. Son pouvoir dérangeait trop de monde, en fait. Et un complot commence à se monter. Un complot? Qui est derrière ça? C'est un mélange, en fait. Il y a son propre demi-frère, Mohamed, celui qui a remplacé Ibrahim à Chefchaouen, mais qui, lui, s'est allié aux Saadiens qui montent en puissance et il rêve de récupérer Tétouan. Ah, la famille. Oui. Il y a aussi les ennemis de l'extérieur, comme le gouverneur portugais de Ceuta, Alfonso, qui serait ravi de se débarrasser d'elle. Et surtout, il y a des gens à l'intérieur de Tétouan même, L'opinion publique se retourne contre elle. ou une partie. Une partie. Des notables, oui. On ressort les vieux arguments. Une femme ne peut pas nous gouverner, c'est pas la tradition. On joue sur les rivalités locales. Peut-être aussi une certaine fatigue face à son autorité, jugée trop forte. Et après des mois de manigance, un 1542, ça éclate. C'est un membre de la famille de son premier mari, les Almandri, qui mène la révolte et la dépose. Après 32 ans à tenir les rênes, sous différentes formes. Oui, c'est ça. Elle est chassée de Tétouan. On confisque tous ses biens. La chute est brutale. Et qu'est-ce qu'elle devient après ça? Elle n'a pas le choix. Elle doit retourner là d'où elle vient, à Chefchaouen. Elle y passe le reste de sa vie apparemment dans une certaine discrétion. On ne sait pas exactement quand elle meurt, mais elle serait enterrée près de la Casbah. Une fin assez modeste par rapport à ce qu'elle a été. Mais ce qui est peut-être encore plus frappant, c'est ce qui s'est passé après sa mort, non? Comment elle a quasiment disparu de l'histoire. Oui, c'est sans doute ça le plus troublant. Cette femme qui a été une actrice majeure de son époque, admirée, crainte, l'ennemi des chrétiens, un pilier de la résistance, elle se retrouve réduite à quelques lignes, parfois même pas mentionnées du tout dans beaucoup de chroniques marocaines écrites plus tard. Son rôle est diminué, son influence gommée. Mais comment on explique ça? Pourquoi cet effacement? C'est là qu'on touche à la question des sources et de comment on écrit l'histoire. C'est un peu paradoxal, mais ce sont souvent les sources européennes, espagnoles, portugaises et ottomanes, donc celles de ses ennemis ou de ses alliés extérieurs, qui nous ont laissé le plus de traces sur elle, sur son importance. Ah oui? Oui, les recherches récentes qui ont permis de mieux la connaître, elles ont dû beaucoup s'appuyer sur ses regards extérieurs pour combler les vides laissés par les récits locaux. Ce qui pose une question de fond sur la manière dont l'histoire est écrite, en fait. Tout à fait. Ça montre bien comment certaines figures, surtout des femmes qui ont eu un pouvoir qui sortait de la norme, peuvent être facilement marginalisées ou carrément effacées des grands récits nationaux. Les raisons sont multiples. Les changements de dynastie, les Saadiens qui gagnent à la fin n'ont aucune raison de célébrer une alliée des Ouattacides, les préjugés de genre qui persistent, la volonté de raconter une histoire plus simple, plus linéaire. Bon, alors, si on récapitule ce parcours incroyable, une princesse éduquée qui devient conseillère, puis gouverne, s'allie à Barberousse, épouse un sultan, mène la guerre sur mer, avant d'être renversée par des complots et quasiment oubliée par l'histoire de son propre pays. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Plusieurs choses, je crois. D'abord, le caractère vraiment exceptionnel d'une femme qui atteint ce niveau de pouvoir politique et militaire dans le monde musulman du XVIe siècle. C'est rare. Ensuite, sa formidable intelligence stratégique, sa capacité à manœuvrer dans un jeu très complexe et dangereux. Elle a vraiment pesé sur l'équilibre des forces en Méditerranée occidentale, c'est indéniable. Et puis, enfin, le fait de la redécouvrir aujourd'hui, ça nous rappelle combien il est important de croiser les sources, de ne pas prendre les récits tout faits pour argent comptant et de chercher activement les histoires qui ont été laissées dans l'ombre. L'histoire d'Al-Hourra, c'est donc un rappel puissant. Les récits historiques ne sont jamais totalement neutres ni complets. Des personnages extraordinaires peuvent être mis de côté, volontairement ou non. Ça nous invite à être vigilants, à chercher plus loin que les versions officielles. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une réflexion pour conclure. Combien d'autres Al-Raïra, combien d'autres figures, femmes ou hommes, dont le pouvoir ou les idées dérangeaient, ont été ainsi oubliés ou minimisés par l'histoire? Qu'est-ce que cette redécouverte nous apprend sur la façon dont l'histoire elle-même est fabriquée, transmise et parfois réécrite?